Alors, pour cette conférence, dont le sujet est collectivité, société collaborative et innovation ouverte, j'ai le plaisir d'appeler en tribune à me rejoindre Karine Donien-Sauze, présidente des Interconnectés et également vice-présidente de la métropole de Lyon, charge de l'innovation et nouvelles technologies. Samy Kefi-Jérôme, qui est président de la commission numérique de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. L'habitude. J'invite également Norbert Friand, qui est responsable numérique de Rennes Métropole et qui représentera aujourd'hui Isabelle Pellerin, vice-présidente de la métropole, et également Gilles Vauquelin, directeur de la Caisse des dépôts, région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Merci à vous tous d'être avec nous. Et je cède tout de suite la parole à notre chère présidente. Karine, c'est à toi. Merci Céline. Alors bonjour à tous. Alors ça y est, nous y sommes. S'ouvre aujourd'hui le 13e forum des Interconnectés. Et c'est toujours pour nous un moment très attendu. Tout d'abord car nous avons l'immense plaisir de nous retrouver en tant que réseau. Et ce temps du forum, il faut le dire, est souvent, même toujours, une forme d'aboutissement pour le travail engagé tout au long de l'année et auquel beaucoup d'entre vous ont participé activement. Alors cette année encore, nous l'avons vu, ça a été l'occasion de séminaires en commun, de groupes de travail qui ont associé différents acteurs tels que la FNO, le GART, la FNPP ou encore Ville et Banlieue, évidemment vous, les territoires. Ça a été aussi ce tour de France des labels qui a permis systématiquement de s'arrêter sur des questions qui sont au cœur de vos préoccupations en tant que territoire ou acteur public. Territoire et acteurs publics engagés dans cette transformation et dans l'innovation. À Bordeaux, c'était la question de l'innovation ouverte, la ville collaborative à Nantes, les écosystèmes d'innovation à Mulhouse, la question de la modernisation et de la simplification de l'action publique à Paris, la valorisation du patrimoine à Arras, l'espace public à Saint-Étienne. Donc nous voyons que les questions sont très diverses. En tant que présidente des Interconnectés, je voudrais remercier en premier lieu les équipes Céline et Marie pour le travail incroyable qu'elles réalisent, mais aussi les associations d'élus fondatrices, la EDCF et France Urbaine, qui ont eu l'intelligence et je dirais la vision de mutualiser leurs actions pour affronter cette immense complexité des effets de cette vague numérique et des perspectives qu'elle ouvre pour la transformation de notre territoire et de l'action publique. Donc merci de cette confiance qui fait de l'association Réseau des territoires innovants et interconnectés un lieu de production, d'échange, de création de communs sur ces enjeux du numérique et de l'innovation. Et la force des Interconnectés, c'est ce réseau, c'est vous. Sa valeur est d'être un espace de neutralité pour les territoires et notre seule mission est de valoriser vos préoccupations, de faire remonter votre voix auprès de l'État et d'être une caisse de résonance très opérationnelle, en particulier à partir des retours d'expérience dans une logique d'anticipation et de réflexion partagée. Alors cette année, nous avons fait un constat qui nous a conduit à faire le choix de ce thème qui vous est proposé pour ce forum, la République des territoires intelligents et innovants. Et il faut dire que ces dernières années ne peut être niée une évolution qui est notable. Nous faisons le constat qu'il y a une véritable prise de conscience des territoires. Les différents travaux conduits à cette échelle, à ces échelles territoriales, sont souvent à l'avant-garde de l'État. Les évolutions en matière de dématérialisation, de données, de mode de faire montrent qu'il n'y aura d'ailleurs pas de retour en arrière. Et la vérité est que les territoires sont déjà partie prenante de cette révolution numérique. Ils sont un maillon essentiel et sont porteurs de propositions très concrètes pour engager la France dans cette transformation. Et l'enjeu d'avenir, celui qui est face à nous, reste finalement celui d'un passage à l'échelle, la généralisation des usages numériques, mais aussi la question qui consiste à donner la juste place à ces territoires dans une gouvernance globale au profit d'une progression et d'une modernisation de nos administrations et de l'action publique.
Et la question de la dématérialisation des services, par exemple, n'est qu'un élément d'une expression d'un défi qui est bien plus important, celui de l'innovation dans les services publics et dans les services rendus aux différents publics. Alors cette République des territoires intelligents réinterroge l'organisation territoriale, elle interpelle le rôle des territoires dans un schéma de gouvernance locale, nationale qui reste à inventer. La transformation numérique des territoires, de l'économie, de l'action publique et de notre société ne pourra être contenue ni se contraindre à des périmètres administratifs ou des décisions qui pourraient être mal avisées et qui proviendront seulement de quelques-uns. Donc soyons agiles, ayons l'audace de l'expérimentation et du collaboratif, car dans cette période de basculement et de profond bouleversement, notre défi est bien de créer ensemble un modèle français qui nous ressemble, mais qui soit aussi des plus singuliers pour affronter cette compétition forte et de plus en plus ardue à l'international. Donc toutes les idées qui seront partagées au cours de ce forum, nous souhaitons pouvoir les rassembler, les faire valoir, les faire remonter, en particulier dans ce calendrier si particulier, puisque va s'ouvrir bientôt un débat dans le cadre de cette campagne présidentielle. C'est important que la voix des territoires puisse porter à ce niveau-là aussi. Alors pour finir, je prends cette fois ma casquette de vice-présidente à la métropole de Lyon pour vous dire à quel point je suis toujours très heureuse de vous accueillir ici à Lyon. La métropole de Lyon, vous le savez, est un territoire résolument engagé dans cette transformation fondatrice de la ville de demain. Et notre vision est simple, faire du numérique un levier de transformation urbaine, économique, sociétale, et prendre notre part en tant que territoire pour apporter des réponses concrètes à ces défis qui sont très nombreux, qui sont complexes et qui se présentent à l'entrée de ce nouveau siècle, qu'il s'agisse d'emploi, de croissance, d'équilibre social, de défis énergétiques. Réenchanter la vie en ville aussi avec pour seul axe l'innovation, la novation et l'intelligence collective. Et nous avons fait ici des pas de géant sur la question de l'aménagement numérique avec un réseau en fibre optique qui est maintenant une réalité. Un secteur numérique qui se positionne en troisième secteur d'excellence et qui surtout peut commencer à être contributif d'une transition numérique pour l'ensemble des secteurs et des entreprises. Et puis cette innovation par les usages qui est si importante et qui se traduit en ce qui nous concerne par notre démarche métropole intelligente et la modernisation de notre action publique. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à Samy Jérôme qui nous fait l'amitié d'être parmi nous pour aussi ouvrir cette plénière. Il est président de la commission numérique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, le président Laurent Wauquiez insiste quand même que le nom de la région soit maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, c'était un choix délibéré parce que si on avait appelé la région Rhône-Alpes-Auvergne, beaucoup d'entre nous auraient été tentés de limiter à Rhône-Alpes. Donc c'est bien Auvergne-Rhône-Alpes, ce nouveau grand territoire qui fait de notre région la deuxième plus grande région de France à bien des égards. Donc Madame la présidente des Interconnectés, chère Karine, Madame la déléguée générale, chère Céline, je suis très heureux de représenter Juliette Jarry, que j'excuse, qui est foudroyée par une petite épidémie dont un certain nombre d'entre vous, dans vos entourages, sont aussi touchés. Donc elle voulait bien sûr être présente parmi nous, mais même si nous sommes à l'ère du digital, nous restons humains. Donc très heureux d'être présent à cette 13e édition des Interconnectés, de vous accueillir, avec Karine Deliensauze, bien sûr. Et fort du succès de cet événement, donc l'an passé, 900 participants en 2015, dont 500 élus venus de toute la France. Merci de venir de Rennes jusqu'à nous. On voit bien donc que l'intérêt pour ces questions est stratégique et qu'il y a une volonté d'agir de manière proactive et d'être force de proposition. Et c'est essentiel, car nous avons en tant que région, département, métropole, EPCI et communes, un enjeu stratégique à évoluer, à changer nos pratiques, à revisiter, réinterroger nos modes de gouvernance, nos modes d'interaction avec les usagers en utilisant des outils et des technologies innovantes. Alors ce n'est pas une mode,
certain nombre d'acteurs publics, malheureusement d'ailleurs, voient encore le numérique comme une sorte de mode où il faut équiper, que ce soit dans le scolaire, dans les lycées, en tablette, des choses visibles. Non, c'est bien au-delà d'une mode. C'est une demande forte de nos concitoyens d'avoir, au final, une administration plus agile, plus à l'écoute, plus transparente et aussi plus rapide. À ce titre, le rôle de la région, à son échelle nouvelle, Auvergne-Rhône-Alpes, est d'impulser, de fédérer les initiatives comme les interconnectés pour qu'elles bénéficient à tous et qu'elles permettent de faire de notre territoire un modèle, c'est la volonté du président Wauquiez, non pas en concurrence avec les autres régions, mais vraiment tourné vers l'international. Et pour cela, nous avons de sérieux atouts. Comme je vous l'ai dit, nous sommes la 2e région numérique de France en nombre d'entreprises et d'emplois, 8e région européenne en matière de PIB, produit intérieur brut, 4 territoires labellisés French Tech, Lyon, félicitations, Grenoble avec Annecy, Chambéry et Valence-Roman qui sont French Tech in the Alps, Saint-Étienne et Clermont. Nous avons aussi 10 lauréats sur la délégation qui partira au CES de Las Vegas en janvier, sur la délégation française, qui est un peu le salon des Français à l'étranger, ce qui montre l'efficacité de nos startups et notre innovation made in France. 10 lauréats, donc, aux Innovation Awards du CES, dont nous avons voulu, et c'est aussi le symbole que nous souhaitions incarner sur ce salon. Vous verrez sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes 4 entreprises qui sont présentes, dont 3 qui sont lauréates, TwinsWheel, ParkMatch, ForCity et Illiken, qui vous présenteront leurs innovations. À cela s'ajoute, et je développerai tout à l'heure, quelque chose de nouveau. Alors c'est la 3e vague, mais cela se fait dans un contexte particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que les régions ont pris du poids en termes d'acteurs publics, et notamment dans le développement économique où la loi NOTRe a fait que les départements perdent cette compétence au bénéfice de la région ou des métropoles comme Lyon, Grenoble et bientôt Saint-Étienne et Clermont, selon la commission des lois qui a voté favorablement, et ça passera normalement cette semaine à l'Assemblée nationale. Nous aurons donc peut-être 4 métropoles sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la région devient l'acteur majeur en termes de développement économique. Et c'est pour cela, je vous développerai peut-être tout à l'heure, que la mariée sera dévoilée vendredi. Nous avons une session régionale jeudi et vendredi, jeudi pour le budget, où le numérique, malgré le contexte difficile des baisses de dotation, vous connaissez la chanson depuis maintenant 2-3 ans, et bien malgré cela, le numérique, et ça a été une volonté forte de Juliette Jarry, est un budget en augmentation. Nous avons eu 15 millions d'euros de plus l'an passé, et encore ce budget qui sera présenté à l'Assemblée régionale ce jeudi, il y aura une augmentation de 5 millions d'euros encore sur le budget du numérique. Donc vendredi, la mariée sera dévoilée. Cette mariée, c'est le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'international. Le président Laurent Wauquiez a souhaité faire du numérique au sein de ce schéma une des priorités, sur les 9 priorités qui seront déclinées. Et à travers cela, il y a 2-3 petites choses que je souhaite quand même vous présenter en primeur. Donc, la première chose, c'est, vous l'avez sûrement vu dans les médias, la fusion des clusters. Nous avons deux clusters sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le numérique, avec Numelink et le cluster numérique. Ils ont entamé les discussions et même la rédaction des statuts pour ne former qu'un seul et unique grand cluster à vocation, bien sûr tourné vers l'international, et de fédérer l'ensemble des 600 entreprises qu'ils ont comme adhérents, avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 3 milliards d'euros. D'autre part, le schéma régional aura vocation à accompagner l'activité des startups, et je l'expliquerai peut-être plus tard. Et dans notre politique numérique, il y a quelque chose auquel vous êtes sûrement confrontés, c'est d'une part les besoins en formation. La région s'occupe de l'enseignement supérieur, la région s'occupe de l'apprentissage, et donc il était essentiel de croiser, d'interconnecter
à la fois les entreprises et l'enseignement supérieur, la recherche. Et c'est pour cela que naîtra en 2019 le premier grand campus du numérique. C'est pour l'instant le nom qui est attribué, mais qui a vocation à faire de notre région donc un territoire d'excellence digitale à travers cette création de ce grand campus qui sera à dimension européenne et qui intégrera formation initiale, formation continue, services aux entreprises. Il sera un lieu de fertilisation croisée entre entreprises, apprenants, universitaires, chercheurs, écoles, grandes écoles, et permettra de répondre aux besoins de recrutement de ces entreprises qui sont confrontées aux enjeux de la révolution numérique. À la fois les entreprises du digital, nous avons 30 000 emplois non pourvus actuellement. Le président Wauquiez souhaite qu'il y ait une création de 10 000 emplois minimum sur le territoire dans les prochaines années, et quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Il y a bien sûr les entreprises du digital que vous représentez pour un grand nombre d'entre vous, mais il y a aussi la transition de l'économie traditionnelle vers le numérique. D'autre part, quelles que soient les actions que nous mènerons tous ensemble, il faut absolument, et c'est le rôle des acteurs publics, et c'est le rôle des pouvoirs publics, de ne pas accentuer la fracture digitale. Tout le monde n'a pas intégré, tout le monde n'est pas né dans la génération X ou Y, et tout le monde n'a pas intégré cette révolution, et donc il est essentiel pour les acteurs publics que nous sommes de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent avoir accès à ces outils et les comprendre et savoir les utiliser. C'est pour cela que la place numérique.fr sera créée et sera développée pour être une plateforme de formation courte en ligne, acquérir des connaissances, des compétences numériques sur les différentes fonctionnalités, les règles, les usages d'Internet. Nouveauté par rapport à ce qui existait, c'est que ce sera bien sûr tourné vers le grand public et les usagers, mais aussi vers les TPE et les PME, en complémentarité des dispositifs comme Atout Numérique qui sont proposés par l'espace numérique des entreprises. J'arrête là sur la déclinaison de la politique régionale, mais c'est une bonne base. C'est vraiment une bonne base pour bâtir un projet ambitieux, collectif, dans lequel la région souhaite emmener tous les acteurs, en accélérant aussi le déploiement du très haut débit. Bravo à Lyon sur le travail qui est fait, mais nous n'avons pas à rougir par rapport à d'autres régions de l'accélération qui est menée depuis 2 ans sur le déploiement du très haut débit, en accompagnant la transformation numérique des entreprises, mais aussi, comme nous le verrons aujourd'hui et demain, celle des territoires. Je vous souhaite à toutes et à tous, et j'insiste sur le toutes et à tous parce que Juliette Jarry a fait de moi un apôtre de la place des femmes dans le numérique et dans l'économie digitale. Donc je vous souhaite à toutes et à tous 2 jours riches d'échanges et de rencontres et de croisements d'idées. Merci beaucoup. Avec le micro allumé, ça marche toujours mieux. Merci beaucoup pour ces introductions qui nous permettent effectivement de voir l'ambition de ces 2 jours de forum et puis d'être révélatrices de tout ce que les uns et les autres vous faites au quotidien sur vos territoires. Pour entrer maintenant dans la partie, dans le vif du sujet des collectivités face aux défis de cette société collaborative, l'innovation ouverte, la manière dont on va travailler différemment demain, je vous propose d'avoir un éclairage expert dans la personne d'Yves Armel-Martin, que j'invite à nous rejoindre, qui est donc directeur du centre Erasme et qui, depuis de nombreuses années, est aussi un habitué des interconnectés pour pousser la bonne parole, l'innovation et un certain nombre d'expériences tout aussi illustratives que passionnante et reprise par de nombreux territoires. Donc Yves Armel, merci d'être avec nous et puis je te laisse tout de suite la parole. D'accord. Merci, bonjour à tous. Donc Yves Armel-Martin, je dirige Erasme, qui est le laboratoire d'innovation ouverte de la métropole de Lyon. Donc un service interne de la métropole qui cherche à mobiliser ces démarches d'innovation ouverte au service des politiques publiques du territoire. Et ce que je vous propose, c'est un petit temps en introduction de la table ronde d'après pour qu'on fasse le point sur ce que c'est que cette innovation ouverte, quelle forme elle peut prendre dans les territoires et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc, un
un premier mot sur la question de l'innovation. L'innovation peut prendre plein de formes différentes. Il y a différents types d'innovation. Il y a de l'innovation technologique, mais il y a aussi de l'innovation de business model, il y a de l'innovation frugale. Donc on a toutes sortes d'innovations. Il ne faut pas se limiter aux innovations technologiques. Et parmi ces innovations, il y a la question de l'innovation ouverte qui est sollicitée par différentes formes, différents types d'innovation. Alors, l'innovation ouverte, en fait, c'est l'idée d'ouvrir une démarche d'innovation à des tiers externes. Ça peut être pour nous, collectivités, les usagers, mais ça peut être aussi des startups, ça peut être d'autres, des pairs, de manière à créer de la valeur ensemble. Souvent pour les grands comptes, les grandes entreprises, c'est l'idée de faire de la co-innovation avec les startups, par exemple. Et dans ces démarches d'innovation ouverte, il y a toujours l'idée de considérer un écosystème. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas juste un service, un produit pour nos usagers tels qu'on les imagine, mais pour un écosystème global. Et on va avoir donc ces démarches de co-innovation. Alors, quelles sont les formes que ça peut prendre pour les services publics ou pour les territoires? Donc j'en ai listé un certain nombre. Alors c'est peut-être pas exhaustif puisqu'il y a beaucoup de créativité dans ce domaine. Donc il y a de nouvelles formes qui apparaissent chaque année. D'abord, il y a les démarches qui sont les démarches de contribution en ligne, contribution citoyenne. Alors ça peut être des votes en ligne, ça peut être des appels à projets, ça peut être de faire décider sur un budget. On aura un cas qui nous sera explicité un peu plus tard. Ça peut être toutes les approches aussi qui viennent au départ du numérique, qui sont venues de l'open source, qui sont allées vers l'open content, les contenus ouverts, ou vers l'open data. Si on ouvre ces données, si on fait de l'open data, c'est pas juste pour dire qu'on fait de l'open data, c'est pour que des tiers s'en saisissent et créent de la valeur avec. Des tiers qui se saisissent de nos actifs pour créer de la valeur, c'est de l'innovation ouverte déjà. Il y a des démarches conduites par des collectivités qui sont plutôt autour d'ateliers, de co-innovation. Là, j'ai mis une image d'un projet qui avait été fait avec un bailleur social, l'OPAC du Rhône et nos services dans le cadre d'un projet européen, où on avait mis en place des ateliers de co-design avec des personnes âgées pour construire des nouveaux services qui utilisent le numérique dans les logements sociaux. Ça peut être des lieux. On commence à voir donc des collectivités ou des territoires qui se dotent de lieux d'innovation ouverte, qui vont être des lieux de croisement, où on va permettre justement ces croisements entre différents acteurs pour co-innover. Et enfin, il y a parfois des approches plus événementielles. On va créer des événements collaboratifs. Là, j'ai mis une photo de Muséomix, où ce sont des communautés créatives et des musées qui réinventent le musée du XXe siècle au cours d'événements de quelques jours. C'est des démarches situées que nous, sur Lyon, on reprend en remixant des gares, des services publics, des collèges, que d'autres collectivités ont développé aussi en remixant des bibliothèques. Donc ce sont des démarches, cette fois-ci, qui sont plus événementielles, ponctuelles, situées sur le territoire, où on va ouvrir pendant un temps un lieu public pour co-innover. Alors, de ces démarches d'innovation ouverte qui prennent de multiples formes, ponctuelles ou durables, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Pourquoi finalement on peut avoir intérêt à mener ce type de démarche? Alors, la première raison, c'est qu'on va essayer dans ces démarches de se rapprocher de l'usager. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer ce qui peut être bien pour l'usager depuis notre position, on va aller vers lui, on va être au plus près de lui pour essayer de voir ce qu'il attend, ou plutôt ensemble faire émerger des usages qui aient du sens. Alors c'est pour ça que ces démarches se rapprochent souvent de méthodologies issues du design centré sur l'utilisateur. Parce que ce qu'il faut savoir, si vous prenez chacun d'entre nous, il y a 10 ans, on ne savait pas quel usage nous ferions d'un smartphone parce que nous n'en avions pas. Et il ne suffit pas donc d'imaginer le besoin que les personnes peuvent avoir d'un service ou d'un outil. Il faut s'y confronter pour qu'émergent des usages. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rapprocher au plus proche de l'usager et de tester des pratiques pour faire émerger ces usages. Donc ça, c'est le premier bénéfice qui va nous permettre de réaliser des produits ou des services qui risquent de répondre aux besoins qui va apparaître juste après. La deuxième raison, le deuxième bénéfice de ce type de démarche, c'est que ça crée une culture commune.
en fait, on descend d'un niveau, on se met tous au même niveau et on va essayer de partager une vision commune, une finalité commune. Et quand je dis on, ça va être des élus, ça va être des fonctionnaires, ça va être des start-up, ça va être des citoyens. Et le fait de travailler ensemble déplace nos points de vue. On sort chacun de nos postures du fait de notre situation sociale. On a des postures sur la société. On imagine les besoins des autres. Et là, le fait d'être ensemble à co-construire un projet, eh bien, on dépasse nos postures, on se déplace et puis on commence à créer une vision commune et à faire apparaître des finalités communes. Et ça a un impact derrière qui est assez intéressant. C'est que ça crée de l'engagement, c'est-à-dire que derrière le produit ou le service qui sortira par exemple de cette démarche d'innovation ouverte, il y a toutes les chances qu'elle soit portée ensuite par des tiers qui ne soient pas simplement la collectivité ou le territoire, parce qu'on va avoir des relais, des ambassadeurs auprès des citoyens ou auprès de tiers qui vont vraiment se l'approprier et qui vont devenir des partenaires et non plus simplement des électeurs ou des bénéficiaires. On voit le cas, par exemple, dans l'exemple que je citais, des ateliers de co-design faits entre l'OPAC du Rhône et des personnes âgées. Les personnes âgées qui, au début du projet, étaient des locataires et qui avaient une relation avec l'OPAC comme avec un bailleur. À la fin du projet, au bout de quelques mois de co-design, ils se sentaient vraiment membres d'un même projet. Ils s'appelaient eux-mêmes les co-designers. Ils avaient retrouvé une utilité sociale et ils portaient une partie du projet du bailleur social. Et c'était même eux les ambassadeurs du projet dans la suite. Le troisième et dernier bénéfice que je voudrais pointer, c'est qu'en fait, ces démarches nous permettent, nous donnent des outils pour travailler à la transformation de nos organisations. En fait, quand on est face à un monde qui devient de plus en plus agile, qui remet en cause pas mal de manières d'agir, de manières de communiquer, qui crée des nouvelles valeurs économiques, valeurs sociales. Et face à ça, on est au défi de se transformer. Toutes les organisations sont au défi de se transformer, et plus elles sont grosses, plus le défi est important. Or, c'est difficile de se transformer parce qu'on a beaucoup d'inertie dans notre manière de travailler. Et là, dans ces démarches-là, en fait, on fait émerger des points d'appui internes et externes, c'est-à-dire qu'on va trouver des collaborateurs, on va trouver des personnes dans l'institution qui vont partager notre point de vue et qui vont avoir envie de travailler autrement. Et on va avoir aussi des points d'appui externes pour légitimer des démarches de transformation. Et en fait, à travers ces projets d'innovation ouverte, on expérimente en fait des manières d'agir qui sont beaucoup plus agiles, qui sont plus collaboratives et qui sont d'ailleurs beaucoup plus en phase avec la culture numérique d'aujourd'hui. Et ces expériences sont assez fondatrices parce qu'elles nous permettent ensuite de s'interroger sur notre manière de fonctionner et voire donc de faire évoluer nos organisations. Donc voilà un certain nombre de formes différentes, de quelques bénéfices que j'ai identifiés de ces démarches-là. Et je pense que maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des témoignages de projets qui sont portés par les territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet éclairage. T'en prie, tu peux te joindre à nous et on reviendra dans les débats. Et effectivement, on voit les différents aspects, à la fois sur l'aspect co-construction, posture de la collectivité, manière de travailler ensemble à tous les échelons. On va essayer de le balayer. On sait que c'est un programme vaste et en cours. On en est tous au début et on apprend en faisant. Et c'est peut-être une des premières nouveautés de cette révolution numérique et sociétale, c'est que finalement, on est tous en train d'apprendre, d'avancer ensemble et d'inventer au quotidien le présent et le futur qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc c'est parfois un peu stressant, mais c'est aussi passionnant. Et je pense que c'est plutôt sur cette deuxième vision qu'on va se positionner aujourd'hui. Alors, pour reprendre les points, alors il y a plusieurs aspects, effectivement. Je voulais peut-être revenir vers vous, Samy Kefi, Jérôme. Déjà sur l'aspect économique, c'est un défi important aujourd'hui pour tous. Vous le disiez, vendredi sera présenté le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'international,
Qu'est-ce qui est quels sont, alors je sais que vous pouvez pas tout nous dire, hein, mais est-ce que vous avez 2-3 éléments clés qui viennent appuyer cette nouvelle dynamique dans ce schéma d'aujourd'hui? C'est-à-dire en quoi ce schéma-là vient prendre ces questions d'innovation verte, vient pousser peut-être des modèles de start-up. On a parlé, vous l'aviez évoqué, les start-up de Las Vegas. En quoi c'est différent un schéma de développement économique et d'innovation aujourd'hui que ça ne pouvait l'être peut-être il y a 10 ans? Si vous voulez bien prendre le micro. Alors, tout d'abord, la dimension collaborative, comme vous l'avez dit, il ne faudra que ce soit qu'un vœu pieux. Donc il fallait déjà en amont que les contributions puissent être le plus large possible. C'est pour ça que le cadre de la loi forcément nécessitait des consultations. Nous en avons fait bien plus, c'est-à-dire qu'il y a eu une plateforme numérique qui permettait à n'importe quelle entreprise, n'importe quelle collectivité, n'importe quelle association, n'importe quel citoyen d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça a été une contribution très large, ouverte à toutes et à tous. Donc déjà, c'était la première introduction de cette ouverture et ce côté vraiment bottom-up plutôt que réfléchir entre services de la région comme ça avait traditionnellement l'habitude de se faire. Ensuite, une fois que les contributions avaient été synthétisées, il y a eu une confrontation auprès des différents acteurs économiques dans chaque territoire. Donc ça a été un vaste travail qu'on a fait dans les temps, parce que l'échéance était au 1er janvier, alors que d'autres régions qui n'ont pas fusionné, j'espère qu'il n'y a pas des luttes de PACA ici, mais sont en retard. Donc déjà, on a réussi à tenir les temps, tout en étant beaucoup plus ouvert que le cadre de la loi. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de cette vaste collaboration? Déjà, de la simplification. Il est essentiel que les acteurs publics, étant donné la vitesse à laquelle vont les mutations que vous avez évoquées, il est essentiel que les acteurs publics et les entreprises aient en face d'eux quelque chose de simple et de rapide. Donc il y aura une fusion des agences régionales de développement économique qui existaient en Auvergne et en Rhône-Alpes, qui intégreront un certain nombre de dispositifs pour avoir un guichet unique. Les entreprises ou les collectivités, les EPCI, pourront directement sans passer par différentes strates ou des acteurs multiples, interpeller la région, proposer ses projets. Donc on n'est pas dans, même si la région a un rôle prescripteur en termes de développement économique, la prescription, c'est justement de faire remonter les innovations et nous sommes là pour diffuser, accélérer la notoriété, accélérer l'efficacité et forcément financer. Donc il y aura pour les entreprises un fonds doté de 20 millions d'euros. Donc c'est aussi une somme importante, en plus des fonds déjà existants qui sont souvent connus. Je pense que les acteurs de Lyon et de Rhône-Alpes connaissent les dispositifs IDECLIC, par exemple, qui seront maintenus. Donc les dispositifs existants seront maintenus, mais en revanche, leur accès sera beaucoup plus démocratisé et simplifié. D'autre part, le président Laurent Wauquiez a une expression qui est un petit peu caractéristique pour savoir comment il veut que les entreprises se développent. Les clusters, donc on a évoqué le cluster numérique, nous avons 18 pôles de compétitivité en Rhône-Alpes-Auvergne. D'ailleurs, preuve, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, du cocorico régional que nous pouvons faire, nous avons 40% du dernier appel du fonds unique interministériel sur l'innovation qui ont été donnés à des projets d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un record. D'habitude, on tournait entre 20 et 25% sur Rhône-Alpes ou Auvergne. Eh bien, le dernier appel à projet a été remporté par 40% d'entreprises de notre territoire. Donc, il va y avoir une logique quand même d'accompagnement des clusters et des pôles de compétitivité forte, mais toujours aussi dans cette volonté peut-être de synergie et de fusion. Et donc l'expression qu'emploie le président, c'est de chasser en meute. Et en meute, on partage tout. Donc vraiment cette volonté de conquérir des marchés, mais avec, comme le font déjà les clusters, cette ouverture et cette dimension collaborative telle que vous l'avez développée. D'accord. Donc un processus collaboratif pour l'élaboration du programme, la consultation large, l'association des autres, et vous poussez en fait à l'innovation et au fait de travailler ensemble en mobilisant finalement les écosystèmes de manière importante pour pousser cette logique d'innovation.
On l'entend dans votre discours, il y a aussi une ambition internationale forte. C'est le CES de Las Vegas qui est notamment un des éléments où vous avez vraiment l'idée de pousser les entreprises localement à cette compétitivité internationale. Alors, il y aura une délégation de 38 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai parlé des lauréates, mais 38 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes qui iront présenter leurs innovations au CIS. C'est le premier grand événement tourné vers l'international auquel la région Auvergne-Rhône-Alpes participera. L'ambition du président là-dessus est claire, c'est-à-dire que on le voit bien, les mutations que nous vivons vont développer un certain nombre d'opportunités. Tous les pans de l'économie seront touchés. On évalue, des études nationales qui évaluent d'ici 2025 un potentiel de 100 milliards d'euros supplémentaires de produits intérieurs bruts générés par l'économie digitale. Et donc, à nous de prendre la plus grosse part du gâteau. La France, forcément, mais aussi la région. Et là-dessus, la démarche French Tech, même si c'est les métropoles qui les portent, la région souhaite fédérer et accompagner la démarche French Tech, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, comme vous le dites, tourné vers l'international. Et l'évolution du dernier appel à projet qui a eu lieu en février 2015, qui fédérait en fait l'ensemble des territoires de France par une thématique. Je pense que sur Lyon, vous êtes sur 5 ou 6 thématiques. Je vous laisserai le développer. 6 thématiques. Chaque territoire est fédéré en réseau sur l'ensemble de la France, tourné vers l'international. Et bien, nous, avec nos 4 métropoles French Tech, nous souhaitons vraiment les accompagner sur ces priorités qui ont déjà été identifiées au niveau national et vraiment servir de booster à leur côté. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de passer la parole à Norbert Friand. Donc, vous représentez la métropole de Rennes et la ville de Rennes. Vous avez aussi évidemment une dynamique French Tech, une politique d'innovation et de collaboration aussi avec les entreprises qui est ouverte de longue date. Vous avez également été récemment même plus loin pour aller ouvrir une partie du budget, par exemple, de la collectivité à la proposition des habitants. Alors, on le voit, la plateforme, on consulte, etc. Vous avez fait un pas de plus. C'est le 2e budget, je crois, qui est ouvert de cette manière-là. Norbert, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment... Alors déjà, un petit rappel peut-être des grandes ambitions de Rennes, d'état d'esprit là-dessus, et puis un petit focus sur ce budget participatif. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi, dans cette co-construction, de voir comment on peut impliquer et faire remonter peut-être la proposition de projet des habitants et des acteurs du territoire. Bien, merci pour cette introduction. Merci aussi beaucoup pour votre accueil donc ici à Lyon, dans la région donc Auvergne-Rhône-Alpes. C'est assez rapide finalement, 4 heures pour venir de Rennes. On est voisins. En plus, voilà, on est voisins. En plus, la délégation rennaise, on a phosphoré. On a déjà plein de projets donc voilà qui vont se réaliser, se prototyper très certainement, et on va les connecter aussi avec toutes les belles rencontres que l'on va faire durant ces interconnectés. Alors j'en profite juste pour dire merci beaucoup à toi et à toutes les équipes de Rennes qui viennent chaque année, nombreuses, avec le Fab Lab de Rennes. Enfin, vous êtes vraiment formidables. Je tiens à te remercier et j'en profite. Voilà. Bon, voilà. On est très contents et on revient, la preuve, et n'hésitez pas à passer sur le Lab Fab, il y a quelques petites démonstrations de prototypes et puis on pourra échanger sur les modèles également aussi, il y a des choses passionnantes, on a beaucoup d'échanges avec le Tuba par exemple aussi, donc c'est une réciprocité en effet très intéressante. Donc moi je me régale de tout ce que j'entends en effet, de la présentation qui a été faite, de ce que vous faites sur la région, c'est extraordinaire et c'est vrai que Rennes c'est une petite grande ville, donc on n'a pas toute votre expérience à l'international notamment. On n'a pas votre expérience en recherche de modèles sur la Smart City. Donc là aussi, être en attention de ce que font les autres territoires, c'est extrêmement intéressant. Et venir partager de ce que l'on peut essayer d'apporter aussi. Donc en effet, comme il a été indiqué, donc on a pas mal évoqué en fait les relations entre structures, collectivités territoriales et leurs satellites, c'est pas péjoratif, et les entreprises bien évidemment, les acteurs économiques, donc le B2B en quelque sorte. Ce qui était intéressant aussi d'aller regarder, c'est le B2C et le C2C, que le C soit un client ou un citoyen. Et donc on a essayé d'aller regarder cet aspect-là justement. On l'avait déjà regardé et observé lors des démarches de participation citoyenne lors des mix.
Donc à Rennes, on a fait Maison Mix, par exemple, l'année dernière, pour remixer. Il y a plusieurs Lyonnais d'ailleurs à passer, dont notamment le Roi Merlin Source, qui est basé à Lyon en recherche. Ils sont venus et c'était très intéressant. Donc un Maison Mix, en effet, on a rencontré exactement ce qui a été indiqué, des communautés très différentes qui se sont confrontées, et puis plusieurs projets en 54 heures de prototypage qui sont sortis, 8 projets. Et aujourd'hui, ces projets, on les trouve dans les accélérateurs de la French Tech et ailleurs, dans les boosters, et ils ont changé 4 fois de modèle, 15 fois de partenaires, et ils développent leur activité. Et voilà. Et ces projets ne se seraient pas faits sans avoir rencontré les citoyens, les collectifs, les habitants, les associations, par exemple, là, de personnes âgées, parce que c'était notamment sur la silver economy, comment mieux vieillir à domicile, qui était un enjeu. Et donc, Rennes, l'année dernière, a ouvert un peu en prototypage un espace de proposition avec les citoyens d'idées, de projets. Donc la fabrique citoyenne, c'est le nom qui a été porté. Et d'ailleurs, une diapositive reprenait en fait la page et la communication rennaise dans la présentation qui a été faite tout à l'heure d'Erasme. Et donc, on a eu en fait 800 propositions. Il y a eu plus de 80 000 votes qui ont été faits par rapport aux projets. Donc, pour sélectionner les projets qui apparaissaient, donc c'est un vote citoyen pour sélectionner les projets et ensuite les répartir, les faire travailler avec les agents des collectivités. Comme j'ai dit tout à l'heure lors de la séance précédente, on a la chance d'avoir 350 métiers différents dans la collectivité. Des métiers passionnants et on va pouvoir justement les connecter avec des initiatives citoyennes. Essayer d'aller co-fabriquer un projet, de voir la faisabilité et de les pousser un petit peu plus loin. Donc ça a été un budget aussi qui a été mis en place avec des partenaires et donc un budget, on est à un peu plus de 3,5 millions en fait sur la première année et sur la deuxième année, on a été un peu surpris d'ailleurs et puis voilà, l'enveloppe a été un petit peu bousculée et l'affranchissement du timbre a coûté un petit peu voilà, mais bon, c'est un très bon investissement. Là aussi, je rejoins exactement ce qui a été dit parce que cette interconnexion, ce lien, ça crée de l'apprentissage collectif et ça ouvre des brèches. Quand on est un territoire qui a de nombreux centres de recherche et développement, des centres de recherche et développement publics et privés, il est extrêmement important de les mettre en proximité des pratiques, des usages. L'Internet ne nous appartient pas. Il appartient à qui d'ailleurs ? Il s'est transformé, il a connu plusieurs vagues. Et aujourd'hui, ce sont les pratiques, les utilisateurs. Et un des aspects extrêmement importants pour faire de l'innovation, c'est d'être en attention de ces pratiques justement. Et en écoutant les propositions, elles peuvent se greffer sur des politiques publiques, bien évidemment, et elles peuvent apporter justement des éléments de transformation, d'adaptation de certaines politiques publiques aussi. Tout n'est pas recevable, bien évidemment, c'est pas l'acteur public non plus de tout recevoir, mais cette cofabrication, elle s'engage. Dès lors que l'engagement citoyen est allé jusqu'à faire une proposition. Et venir se rencontrer, c'est pas que via une plateforme numérique, il faut des temps également aussi, des lieux, des tiers-lieux pour se rencontrer. Il faut des animations, des animateurs. Je vous invite à rencontrer Mathieu qui est sur le stand du LabFab, qui lui est spécialiste en technique d'éducation et de formation. Donc c'est aussi un métier que de rencontrer. C'est des nouveaux métiers dans la collectivité. C'est sciences souples en quelque sorte. On est beaucoup de lacaniens en fait sur Rennes. On écoute. On est à l'écoute, là je parle. Et en fait on essaye de s'adapter, de faire parler en quelque sorte et de trouver la solution avec les citoyens dans la co-création de projets. Je m'arrête là ? Pas complètement. Donc déjà, intéressant parce qu'on ouvre une partie du budget, proposition de projet, amendement au projet, co-construction du projet ensuite avec les services pour pouvoir le mettre en œuvre et le réaliser. C'est vraiment ça le pas que vous avez fait en plus par rapport à peut-être, c'est peut-être pas courant encore pour tous le budget et on les rend visibles. Et comment ça se passe pour les partager à d'autres. C'est un modèle open source. Voilà, donc, parce que vous êtes très open source aussi dans votre manière de faire. Data, souvent, open hardware, vous partagez tout ce que vous faites pour que ce soit repris, réutilisé, retransformé. Et comment vous l'appliquez aussi, du coup, avec les acteurs de l'économie, les entreprises, comment ça se matérialise? Parce que souvent, on voit parfois des difficultés à pouvoir le faire un peu à tous les étages. C'est-à-dire que si elle est smart ou si elle est intelligente, cette ville, elle doit le faire avec les citoyens, mais avec les entreprises, etc. L'ambition, ce serait ça. Comment vous le déclinez côté entreprise pour faire écho aussi à ces préoccupations qu'on disait? Mais l'open n'empêche pas le brevet.
Donc il y a une cohabitation qui est nécessaire. C'est un territoire de brevet également aussi. Et donc il faut aller au-delà du brevet justement et puis il y a certaines innovations qui sont sur étagère qu'on a constatées dans des grands groupes, par exemple depuis une quinzaine d'années, qui ne sortent pas. Donc à partir d'un moment, on peut ouvrir certaines briques. Faut voir jusqu'où on ouvre les briques pour essayer justement cette co-création. Et là, on crée des animations. Lors des maisons mixtes ou autres séances de prototypage, eh bien, il y a un engagement des acteurs privés également aussi. Ça peut être une participation pour venir envoyer des équipes se challenger justement, mais ça peut être aussi du crash test technologique sur des briques qui justement seront ouvertes durant cette période. Acceptez d'ouvrir votre API, votre application sur cette période et on va venir la crash tester avec des animateurs qui sont extérieurs, avec des compétences qui sont extérieures, des étudiants, d'autres chercheurs, vos concurrents peut-être. Voilà, c'est éviter aussi peut-être une certaine forme d'intermédiation. On se fait intermédiaire lorsqu'on est trop refermé sur soi-même en fait. Et c'est aussi développer une autre action qui est absolument nécessaire pour parler aux autres, c'est l'interopérabilité. Et aujourd'hui, développer ces processus d'interopérabilité. Au stand Open Data France, vous verrez, on va parler beaucoup de licences ouvertes. Et une des propositions qui a été faite, d'ailleurs via France Urbaine récemment, c'est de travailler sur les données, sur une licence qui permettrait aussi pour le co-créateur, qu'il soit citoyen ou entreprise, d'y trouver un certain bénéfice. Donc la frontière, elle bouge, hein, et on n'est pas dans un monde, comme je dis, le numérique, c'est pas du binaire. Hein, on n'est pas dans un monde binaire. Il faut aussi des jonctions, des interfaces souples. C'est intéressant parce qu'effectivement, parfois on a tendance à penser que comme c'est ouvert, comme c'est collaboratif, on va perdre sa propriété, on va perdre sa compétitivité à trop s'ouvrir. Vous êtes un territoire où il y a beaucoup effectivement de brevets, beaucoup d'innovations des labos. Ils survivent tout à fait et ils s'enrichissent plutôt de ce partage-là. Et d'ailleurs, j'ai un souci aujourd'hui. Le LabFab que vous verrez là-bas, ce n'est qu'une marque. On n'avait créé qu'une marque. On ne voulait pas créer une structure. On a plein de structures dans les collectivités. Et bon, voilà, coût de fonctionnement. Voilà. Donc là, une marque qui fédère en fait différentes entités. Ils signent une charte, notamment d'être ouvert 4 heures par semaine au grand public. Vous imaginez un grand groupe qui est charté LabFab, il peut bénéficier de toute la communauté, est ouvert au grand public. Ouais, mais le problème de la marque, c'est que ça a ses limites. Aujourd'hui, on a un souci. C'est qu'on n'est pas en capacité d'encaisser de l'argent. Et lorsqu'un grand groupe vient nous demander de faire ou une start-up, une PME, de travailler sur du prototypage et qu'on forme, eh ben, ça a une valeur. Voilà, le gratuit n'existe pas. Et donc on va être quand même, et on est en création sur un modèle coopératif probablement, je me tourne vers la Caisse des dépôts aussi, parce qu'on a intérêt à être fortement accompagné par des acteurs justement qui maîtrisent et qui connaissent aussi bien mieux que nous ces sujets-là. Et donc on est en train de créer un modèle coopératif, une SIC probablement, voilà, pour développer. Mais on voit que c'est une autre phase en quelque sorte de ce développement. Vous imaginez, les citoyens vont peut-être participer en fait à cette structure d'innovation sur le territoire. Passionnant, hein, ce qui s'arrive. Et on avance en marchant, comme tu dis. On est au début toujours de quelque chose. L'avantage, c'est quand même, on a aussi aujourd'hui par la loi la possibilité d'être terre d'innovation. Hein, les territoires ont cette possibilité-là. Il y a possibilité de faire appel au crowdfunding. Donc, on va dire qu'un certain nombre de verrous s'ouvrent. Alors, vous avez été un tout petit peu interpellé par votre voisin. Alors, Gilles Vauquelin, vous représentez la Caisse des dépôts Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'être avec nous et d'être également partenaire des Interconnectés. Je tiens à le préciser car vous nous appuyez cette année de manière importante. Donc, merci beaucoup. On voit que la Caisse des dépôts aussi évolue dans son métier en préparant cette intervention. On vous connaît sur le terrain depuis 15 ans, vous accompagnez les territoires, vous êtes proche très haut débit, on en a parlé tout à l'heure, vous avez été un acteur très très actif dans ces sujets et vous êtes effectivement reconnu et d'une expertise tout à fait appréciée par les territoires. Aujourd'hui, vous évoluez pour aussi être sur un mode de fonctionnement différent, plus global, avec une approche Smart City aussi de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est cette évolution et quelles en sont ces grandes lignes ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de m'accueillir également ici parmi vous. Effectivement, depuis une quinzaine d'années, on s'est vraiment investi sur la question du numérique, hein, avec notamment, vous l'avez signalé, tout un travail d'accompagnement et de financement aussi sur le développement des réseaux de haut débit d'abord, puis ensuite de très haut débit. Et c'est à l'actualité, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aussi sur la région. Il y a beaucoup de départements aujourd'hui qui s'équipent en réseau de fibre optique. Donc ça, on l'accompagne, je dirais, depuis une quinzaine d'années, avec une vision qui est une vision globale du territoire. C'est-à-dire qu'en gros, on disait, si on fait du réseau, on va pouvoir développer des services, et il faut aussi
accompagner l'acquisition des usages. C'est pour ça que dès le départ, on a d'ailleurs créé un concept d'espace public numérique qui s'adressait à tout le monde et qui visait notamment à ce que les gens, le public, je dirais, s'approprient en fait, finalement l'Internet. Alors tout ça, ça a bien fonctionné et c'est vrai qu'on est resté pendant assez longtemps sur une logique globale et plutôt assez descendante de notre intervention, même si on était à l'écoute des territoires, on l'est toujours beaucoup, mais beaucoup en phase avec les politiques nationales. Et donc, on a vraiment joué un rôle structurant dans cette dimension-là. Après, on a vu des choses un peu évoluer, et je reprends la formule de Karine Donien-Sauze, la République des territoires intelligents. C'est vrai qu'avec la décentralisation et avec la capacité d'initiative des collectivités locales, il y a une sorte de relation différente qui s'est instaurée avec les territoires, peu à peu. On l'a vu d'ailleurs dans la position de l'État, puisque nous sommes aussi opérateurs pour le compte de l'État sur les programmes d'investissement d'avenir, par exemple, avec les écocités. On voit que ce programme était un programme d'incitation, mais qui, en fait, avait pour vocation de s'inspirer des initiatives locales et de les financer et de les accompagner. Et ça a plutôt bien marché, puisqu'on a eu quand même beaucoup de projets qui sont sortis des écocités dans la France entière, dans toutes les grandes métropoles, en règle générale. Et on a vu des thématiques commencer à vraiment se matérialiser, notamment sur tout ce qui était aménagement durable, bâtiments intelligents et bâtiments performants sur le plan énergétique, et aussi sur les questions de mobilité qu'on a vu à ce moment-là émerger assez fortement, peu à peu, mais avec des mécanismes, enfin des projets qui sont de plus en plus complexes avec le temps. Et je dirais que l'évolution qu'on constate maintenant depuis 4-5 ans, elle est effectivement ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est-à-dire la fertilisation croisée, le travail de dialogue approfondi qui se développe entre, je dirais, les collectivités locales et le territoire, les partenaires du territoire, les citoyens. C'est une dimension tout à fait forte aujourd'hui qu'on voit apparaître. Et donc nous, on a évidemment aussi décidé de s'adapter à cette évolution. Et on l'a pris effectivement plutôt sous l'angle de la ville intelligente, parce qu'on avait un peu site historique sur les écocités, sur lequel on travaille depuis longtemps. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un phénomène qui prenait beaucoup d'ampleur. D'où l'idée d'avoir une approche de démonstrateur à l'échelle du territoire national sur un certain nombre de métropoles cibles avec lesquelles on allait travailler et essayer de fonctionner différemment. Alors comment ça marche ? En 2 mots, je vais être un peu plus rapide peut-être, je ne sais pas si je suis pas trop long. C'est-à-dire, en gros, on va essayer de trouver une thématique avec chacune des métropoles. Alors, on a choisi en fait 8 sites démonstrateurs en France pour commencer, dans la métropole de Lyon, qui a été ici dans la région choisie. Et l'idée, c'est qu'on puisse établir un dialogue vraiment ouvert avec la métropole. Et dans l'exemple de Lyon, par exemple, le travail, c'était de dire, voilà ce que nous, on a un magasin dans le groupe Caisse des dépôts, puisque je rappelle qu'on est évidemment un opérateur financier, bien sûr, mais aussi on a des filiales qui sont des opérateurs aussi de services et d'innovation. Et on s'est dit, voilà ce qu'on a à peu près dans le groupe. Et dites-nous, grosso modo, ce qui peut vous intéresser sur le territoire en termes d'apport, finalement, du groupe à l'innovation ouverte. Et finalement, sur la métropole de Lyon, on s'est assez rapidement accordé sur une idée qui était propre à la métropole, qui était d'ailleurs un peu assez différente de ce qu'on avait pu voir dans d'autres endroits. Et c'était le thème de la qualité de l'air. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de proactivité dans la démarche d'amélioration de la qualité de l'air sur la métropole en utilisant le phénomène d'innovation ouverte et de ville intelligente ouverte aux citoyens, aux start-up, aux grands groupes, aux filiales de la Caisse. Et donc, on va essayer de faire un certain nombre de démonstrateurs sur le sujet, sur la métropole de Lyon, en s'inscrivant dans le plan Oxygène qui est porté par la métropole et en essayant d'accompagner aussi toute l'innovation ouverte, notamment le challenge qui va être lancé, qui vise notamment à partir d'une gestion de données ouverte, de stimuler des innovations de la part de créateurs, de start-up, et de favoriser donc de nouveaux services, l'émergence de nouveaux services en matière de qualité de l'air. Donc c'est une dimension sur laquelle je pense qu'on va fortement travailler. Une dimension évidemment sur la mobilité, puisqu'on voit qu'une des clés aussi de la qualité de l'air, c'est aussi d'avoir une mobilité alternative. Donc là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de champs, et nos filiales avaient des propositions à faire, et on est en train d'ajuster justement ces propositions par rapport au territoire de Lyon. Et puis, l'idée derrière tout ça, alors pour aller un peu plus loin, c'est de dire que au-delà de ces démonstrateurs, au bout de ça va durer 3 ans à peu près, ces démonstrateurs, on joue donc un rôle de concepteur, d'opérateur et aussi de financement. Donc l'idée, c'est aussi de voir ce qui va sortir de tout ça
est-ce qu'il peut trouver un modèle économique. Et donc, les sujets qui auront des modèles économiques, on pourra éventuellement aussi jouer notre rôle de financeur traditionnel, investir dedans le cas échéant et permettre à de nouveaux services de voir le jour. Voilà en grosso modo les quelques principes, je dirais, d'adaptation qu'on a pu trouver sous cet angle-là. D'accord, très intéressant. Donc effectivement, vous jouez pleinement la palette des métiers du groupe. Le côté financeur reste, le côté conseil, beaucoup à l'écoute. On voit que vous changez aussi peut-être la manière de faire et de rentrer dans la discussion pour aller choisir les sujets. L'idée d'une expérimentation, on y revient, mais une expérimentation, et ça je crois que c'est peut-être un point commun que tous vont partager, on en reparlera après, c'est une expérimentation pour aller plus loin, pour se diffuser, qui a une vocation au passage à l'échelle derrière. C'est plus de l'expérimentation qui reste expérimentale et c'est tout. Et puis, effectivement, l'idée d'aller irriguer ensuite d'autres acteurs dans un deuxième temps. Et justement, alors aussi, on parle des métropoles, on parle de Smart City, mais vous avez, d'ailleurs, chacun d'entre vous doit l'avoir dans son petit sac reçu à l'accueil, un guide qui s'appelle Stupid Village versus Smart City. Et je trouve que rien que le titre était formidable. On était au courant de l'initiative, puisque c'était porté notamment avec la DCF, qui est un des partenaires. Ça prouve aussi que vous avez une attention également pour l'ensemble des territoires. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces éléments d'étude et puis comment, parce que ça va intéresser beaucoup d'acteurs ici, ça peut se décliner sur d'autres territoires à l'avenir. Oui, alors tout à fait. L'objectif de tout ça, c'est évidemment de ne pas en rester là. Ça va durer 3 ans. C'est une expérimentation. Donc, ce sont des démonstrateurs. Mais l'idée, c'est d'être un travail en mouvement permanent et de faire en sorte que ce qu'on va pouvoir acquérir comme information, connaissance et connaissance des modèles économiques, ça puisse être transposé à l'ensemble du territoire. Alors c'est vrai que on voit d'ailleurs une demande qui s'exprime nous-mêmes en direction régionale. On le voit, il y a un certain nombre de collectivités locales, de villes moyennes, petites, de stations aussi de montagne par exemple, qui aujourd'hui s'interrogent sur la façon dont elles peuvent aussi s'inscrire dans ce mouvement de ville intelligente. Et donc, on sent bien qu'il va falloir qu'on soit capable de développer et de déployer un peu ce savoir-faire à l'échelle nationale. Je pense que ça va être une de nos missions, d'où ce guide qui a été produit, qui est un peu un clin d'œil, mais qui permet de dire, en gros, bah oui, il y a quand même des problématiques qu'on voit apparaître sur les territoires. Je pense par exemple à une problématique toute simple et très, très forte aujourd'hui dans les territoires, qui est la question de la revitalisation des centres-villes moyennes. C'est un sujet qui est extrêmement prégnant aujourd'hui. On le voit. On voit beaucoup de sollicitations sur cet angle-là. On voit que l'État aussi a la volonté de s'intéresser fortement à cette problématique. On voit bien que, sans doute, une des clés aussi de la revitalisation de certains centres-villes, ce sera aussi de pouvoir faire un peu de ville intelligente à cette échelle-là et de trouver des nouveaux services, des nouveaux modèles de services qui tiennent compte évidemment de la localisation et puis des problématiques propres à ces villes, mais il faudra aussi pouvoir apporter des réponses et mobiliser aussi les citoyens autour des problématiques de revitalisation. Donc ça, ce sont des choses, je pense, qui pourront avoir un certain déploiement à l'avenir. En tout cas, c'est notre ambition et on va se donner le temps de le faire dans les 3-4 ans qui viennent. Voilà, grosso modo. Très bien, merci beaucoup. On y reviendra ensuite dans le temps d'échange commun qu'on va avoir. Mais je pense, voilà, on voit là aussi un acteur qui, tel que vous, c'est un signe important et puis d'accompagnement parce que cette agilité, elle a besoin d'appui et de méthodologie également. Merci beaucoup. Et de financement. Et de financement également. Je voulais pas trop le dire parce que vous êtes tellement connu pour ça que je m'étais dit que j'éviterais que vous ayez une queue à la sortie trop importante pour vous solliciter. Mais je suis sûre qu'il y a plein de sollicitations déjà en cours de réflexion là dans la salle. Alors, pour continuer le débat, Karine, à la métropole de Lyon, vous avez donc entamé cette démarche de ville intelligente depuis de nombreuses années maintenant, avec plusieurs phases. Il y a eu la phase des multiples projets, des différents prototypages, des consortiums, pas mal de choses ont évolué. Et on voit qu'au fur et à mesure, chaque année, où des étapes sont franchies. Est-ce que aujourd'hui vous rentrez dans une nouvelle phase et
comment on peut la caractériser? On a senti arriver progressivement le citoyen, cette préoccupation-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette réflexion et quelle est aujourd'hui la préoccupation de la métropole intelligente de Lyon? Alors, évidemment, nous sommes dans un phasage qui aujourd'hui fait que nous arrivons après 4 ans, 5 ans d'une stratégie, d'une feuille de route qui a porté ses fruits, à ouvrir de nouveaux champs d'exploration. Simplement, je voudrais faire un petit rétro-pédalage avant de réaborder aujourd'hui l'actualité sur notre stratégie métropole intelligente. Nous voyons que le contexte nous invite à aborder la question de l'innovation complètement différemment. Nous sommes dans une période de réinvention. L'innovation, on l'a vu sur le propos préalable de Yves Armel, a pris des formes extrêmement différentes. Elle n'est plus seulement technologique, elle est d'usage. Si on parle d'open innovation, on parle d'open source. Mais plus encore, ce sont les processus même d'innovation qui ont changé. Ce qui est extrêmement intéressant, et c'est là où aujourd'hui les territoires reprennent une position, on va dire, essentielle dans l'époque contemporaine, c'est que nous sommes des lieux d'observation importants et nous sommes également des lieux laboratoires. C'est-à-dire que nous pouvons tenter des choses parce que nous sommes dans un environnement qui est maîtrisable, connu, et nous formons à nous seuls, en tant que territoire, des écosystèmes en propre. Mais ça signifie effectivement qu'il faut, dans cette observation, pouvoir décrypter ces nouvelles dynamiques et les transformer en politique, puisque l'enjeu qui est à l'échelle de tout à chacun, c'est de former des écosystèmes territoriaux d'innovation qui permettent de générer du nouveau, de l'innovation, de l'innovation et autre chose. Donc c'est évidemment ce à quoi on s'emploie à l'échelle de la métropole de Lyon en tant qu'écosystème. Et cet engagement que nous avons à faire de notre territoire un territoire d'intelligence, non pas forcément smart, mais d'intelligence collective, c'est pouvoir, ni plus ni moins, saisir nos actifs, nos acteurs, pour répondre à nos grands défis urbains, en produisant l'innovation, pas simplement dans une logique de transformation, mais une transformation avec une création de valeurs économiques, sociales, sociétales, qui viennent au bénéfice de tous et qui nous rendent justement contributeurs dans un contexte qui est un contexte d'enjeu, en faisant appel à la créativité et en initiant de nouveaux modes de vie, c'est-à-dire avec cette vision qui consiste à vouloir créer un style de vie à la lyonnaise, qui soit en phase avec une évolution des aspirations des grands lyonnais, mais qui permette également d'embarquer dans une réelle création de valeur un certain nombre d'acteurs, producteurs, qui peuvent être des start-up, des grands groupes, et faire en sorte que l'environnement soit le plus propice pour chacun pour être dans ces démarches nouvelles d'innovation ouverte. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'innovation ouverte se pose à plusieurs échelles. Tout d'abord en tant qu'organisation, ça nous interpelle énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos pratiques, nous sommes sur un processus de interne-externe. C'est-à-dire que nos politiques publiques ne s'envisagent jamais seules, mais toujours, en effet, en impliquant la société civile, des acteurs qu'il faut organiser, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dans le diffus, donc il faut pouvoir les identifier et qu'ils soient quelque part. Donc soit au travers de mix, de hackathons. Donc il n'y a plus une seule de nos initiatives publiques qui aujourd'hui ne repose pas sur ce principe d'abord d'interpellation à plusieurs, dans du multiple, pour pouvoir apporter nos réponses. Et ce que nous avons fait sur des démarches de marketing territorial avec Only Lyon, c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur des grands événements comme la Fête des Lumières, qui mettent en interaction le monde artistique avec le monde économique. Et c'est ce que nous faisons évidemment sur des grands projets de transformation urbaine tels que la métropole intelligente. Donc il faut dire aussi que nous avions une certaine tradition lyonnaise, nous avons ce fameux modèle lyonnais
qui était un préalable intéressant dans l'époque dans laquelle nous nous situons, parce qu'il y a toujours eu une logique de faire ensemble très forte entre les différents mondes économiques, universitaires, culturels. Et nous avons une véritable capacité de nos acteurs justement à forger un socle commun, une vision commune lorsque c'est important. Donc simplement, à l'échelle d'un territoire, il faut outiller le territoire pour qu'il forme cet écosystème d'innovation ouverte au bénéfice de chacun et qu'il soit réellement productif, parce que ce que nous recherchons, c'est un effet produit. Nous avons engagé il y a quelque temps une étude sur l'ensemble des lieux d'innovation pour scruter un peu toutes ces émergences, et nous nous rendons compte que nous avons étudié à peu près 55 lieux qui répondent à des fonctions différentes. Certains permettent l'acculturation à l'innovation, d'autres sont des accélérateurs d'innovation, d'autres permettent à des communautés de se rassembler, des communautés d'intérêt, ce qui, en effet, ensuite, à l'échelle d'une action que vous souhaitez entreprendre, nous permet de saisir et de mettre en dynamique tout est à chacun. Et puis ensuite, il y a ces nouvelles méthodes de faire. Et donc, il faut aussi être en capacité de manipuler ces méthodes de faire. Et c'est ainsi que nous avons des laboratoires d'innovation ouvertes pour nos politiques publiques. Nous avons des procédés qui sont les cités remix, etc., que nous appliquons maintenant à chaque fois. Donc, à l'échelle de notre démarche métropole intelligente, nous avons une première phase où nous avons ni plus ni moins activé ce que nous savions faire, c'est-à-dire travailler avec des grands groupes, des start-up, pour initier des projets qui viennent transformer notre ville, mais aussi créer des opportunités de faire ensemble et qui sont des vecteurs de croissance pour ces acteurs. Donc, ça a été plus de 40 projets d'expérimentation qui bénéficiaient d'un développement urbain très intense. Donc nous avons ouvert la rénovation de quartiers, la création de nouveaux quartiers à des projets dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation de services, avec parallèlement une politique très appuyée sur créer les conditions de l'innovation. Avec la création de la métropole de Lyon il y a maintenant 2 ans, nous avons un nouveau mix de compétences, puisque viennent s'ajouter au développement économique, au développement urbain, des compétences dans le champ du social. Et c'est exactement ce virage que nous sommes en train d'opérer, qui a été mentionné par Norbert tout à l'heure, du B2B2C. C'est-à-dire que non seulement après 4 ans de projets d'expérimentation qui arrivent à aboutissement, nous avons un retour d'expérience qui a mis à l'épreuve nos méthodes, c'est-à-dire qui a réaffirmé l'importance de l'expérimentation, l'importance du fait de rehausser la capacité à faire sur nos acteurs au travers de lieux d'innovation, au travers d'une politique de mise à disposition des données, de lieux tels que le tube à expérimentation urbaine, des principes de faire ensemble, mais ça nous donne surtout aujourd'hui l'occasion d'ouvrir de nouveaux champs exploratoires qui sont dans le domaine de la santé publique, de la santé personnelle, de l'éducation, et d'aller plus loin encore dans des partenariats publics-privés et population. Et c'est ce qui aujourd'hui ouvre notre feuille de route à plus de 100 initiatives. Nous avons constitué une véritable communauté de Smart City Makers qui comprend un peu plus de 300 partenaires avec des qualités extrêmement différentes. Ce ne sont pas simplement des grands groupes, ce sont aussi des start-up, ce sont aussi des associations, ce sont différents domaines qui sont systématiquement mis en situation pour produire de nouvelles initiatives. Et nous l'avons fait notamment dernièrement sur des sujets, ces sujets nouveaux, dans le domaine de la santé avec un Hacking Health qui a eu lieu lors des entretiens Jacques Cartier, qui installe un dialogue entre la métropole et Montréal, où nous avons rassemblé plus de 150 professionnels de la santé, médico-social, patients, sur des défis pour dresser les pistes que nous devons faire ensemble, et que ce ne soit pas simplement une proposition de l'acteur public vis-à-vis d'un secteur. Nous le faisons sur la question de la qualité de l'air, avec tout un processus sur une année entière, où nous avons tout d'abord une première séance collaborative qui a eu lieu sous la forme d'un Happy Tick, où de la même manière ont été dégrossis les défis qui se présentent à nous, ensemble, pour créer ce socle commun. Ensuite, une charte
collaborative a été signée lors de Polytech, qui a été un grand rendez-vous sur la question de la ville durable il y a une semaine. Ensuite, ce seront des challenges et tout ceci formera une nouvelle politique et des projets qui sont issus du terrain et qui sont convenus ensemble. Donc cette nouvelle phase de la métropole intelligente met cette logique du comme un préalable de tout. Co-simplifier, co-faire, co-produire. Et c'est quelque chose que nous appliquons finalement sur l'ensemble de nos initiatives. C'est ainsi que nous avons engagé notre schéma pour une ville durable, notre plan climat, qui embarquait d'ores et déjà plus de 100 partenaires, 50 actions. C'est ainsi que nous voyons l'avenir, et ça nous permet en effet d'abord de déployer considérablement nos forces de fer, mais surtout de résoudre la question du risque à prendre, tout en prenant ce risque par l'expérimentation, c'est-à-dire que les solutions qui sont proposées sont toujours beaucoup plus en cohérence avec les attentes, non seulement des acteurs, et en particulier des habitants. Car il est extrêmement difficile de décrypter l'évolution des aspirations et ce qui est acceptable pour la population, qui reste un élément clé de ces politiques, car vous pouvez lancer n'importe quel démonstrateur industriel, énergique, intelligent, et il peut être le plus intelligent qui soit sur le plan computationnel. Si à un moment donné, ça n'est pas un changement des comportements qui va chercher des motivations personnelles pour répondre à cet enjeu industriel, vous ne parvenez pas du résultat avec impact. Et ceci, évidemment, se fait dans un schéma de cohérence globale, puisque l'ensemble des initiatives qui sont lancées dans cette collaboration, dans cette coproduction, convergent vers une vision d'ensemble qui doit nous permettre de forger une ville où il fait bon vivre et qui soit en phase avec non seulement une culture locale, un ADN, mais dans cette puissance du faire ensemble. Merci beaucoup. Donc on voit effectivement cette méthode appliquée à l'ensemble des sujets, peut-être à travers les démonstrateurs que vous avez vus. Est-ce que vous pouvez nous balayer quelques exemples effectivement d'autres sujets que vous voyez dans d'autres territoires et qui démontrent cette finalement convergence à sujets multiples? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de sujets qui émergent en fait des démonstrateurs et même plus globalement de ce qu'on pouvait voir précédemment sur les projets financés par les éco-cités PIA que je citais tout à l'heure. En fait, on voit qu'il y a 2-3 thématiques quand même qui surgissent. D'abord, je crois qu'on a vraiment beaucoup d'endroits maintenant où on constitue des bases de données et des bases de données ouvertes pour favoriser l'innovation croisée et fertilisée. Alors, il faut dire qu'effectivement, à Lyon, il y a un temps d'avance, il faut le dire. Il y a des bases de données assez importantes qui ont déjà été constituées. Et puis, un des éléments de notre démonstrateur, c'est aussi de les compléter sur le thème de la qualité de l'air. Donc, en fait, constituer des bases de données, les coupler avec des capteurs pour avoir encore plus d'informations et mettre à disposition sous un format numérique qui soit accessible et utilisable ces données, c'est vraiment, je pense, une des tendances lourdes qu'on va constater dans les mois à venir. Il y a une deuxième thématique aussi qui émerge beaucoup, qui est d'ailleurs aussi corrélée à ça, c'est la mobilité sous toutes ses formes. Alors, vous l'avez vu en arrivant, il y a les navettes sans conducteur. Je pense que ça va être un grand mouvement de fond qu'on va voir apparaître dans les villes dans les années à venir. On en voit quelques exemples aussi là émerger. On voit aussi toute la problématique de savoir comment est-ce qu'on peut moins se déplacer, éviter les déplacements, comment on peut se déplacer de manière plus groupée, le covoiturage dynamique. Toutes ces questions-là sont vraiment très très fortement apparentes dans ce qu'on voit apparaître, notamment l'idée de voir comment on peut coupler des plans de mobilité avec des tiers-lieux dans lesquels on peut effectivement travailler sans avoir à se déplacer et faire la totalité du parcours, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on voit apparaître aussi. Et puis, dernier point, il y a aussi une tendance assez forte sur comment est-ce qu'on peut construire et éventuellement réhabiliter différemment, avec une économie de moyens plus importante et avec des modes constructifs plus innovants. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître aussi bien sur du logement privé que du logement social. Et c'est des tendances lourdes aussi que je vois apparaître dans les démonstrateurs que nous voyons. C'est vraiment, je pense, les trois thématiques que je vois surgir le plus fortement en ce moment.
Merci de ces précisions. Alors, on voit bien une envie, une impulsion économique, une impulsion dans l'innovation, dans la co-construction à tous les étages, y compris dans les compétences sociales, qui étaient pour l'instant peu enclines à ces sujets, sur les différents sujets de la Smart City, on vient de le voir également. Après, nous, on sait aussi, quand on discute avec les territoires, que beaucoup sont convaincus de tout cela. La difficulté, c'est comment faire. Et concrètement, comment on s'y met, comment on démarre, c'est quoi les éléments d'impulsion. Alors, je vous propose peut-être, pour ceux qui ont envie, peut-être de nous donner quelques idées. Et puis peut-être, Yves Armel, je te demanderai après quels sont les points les plus difficiles, peut-être qu'on constate. Des fois, c'est pas évident de faire décoincer des choses. Alors, vous vouliez réagir, je vais passer le micro. Juste deux constats quand même. Ce qui est appréciable, et c'est pour ça que la région apporte un soutien à ce type d'initiative, c'est la nécessité qu'il y ait des lieux physiques. On voit bien qu'à l'heure de la dématérialisation, on a encore besoin de se rencontrer, et les synergies qui peuvent émerger, les dynamiques qui peuvent se créer, c'est aussi par le contact physique réel entre les différents acteurs. Donc, il y a différents lieux totems sur lesquels la région apporte un soutien. D'autre part, vous avez évoqué les entretiens Jacques Cartier, il y a aussi une nécessité de faire évoluer ce qu'on appelait encore récemment la démocratie participative. Quand vous vous organisez dans certains secteurs, dans certains quartiers, les conseils du quartier, les conseils citoyens, on voit bien qu'il y a une sorte de... On tourne un petit peu en rond par moment. Et quand vous demandiez tout à l'heure comment la région participe, on accompagne donc des événements. Il y avait les entretiens Jacques Cartier qui avaient lieu au siège de la région, et nous accompagnerons en mars aussi la biennale du design à Saint-Étienne, où il y a vraiment ce travail sur l'accompagnement de la réflexion et des usages. Je prends un exemple. Une grosse réflexion sur les tiers-lieux d'ailleurs, je crois, qui est prévue à ce moment-là. C'est la thématique de la biennale cette année à Saint-Étienne, du design et la mutation du travail. Donc ça rejoint ce que vous évoquiez sur la revitalisation des centres-villes. Comment, à l'heure d'Internet et de la disparition progressive d'un certain nombre de commerces en centre-ville, eh bien, comment repenser le centre-ville et recréer de l'activité par ce type d'initiative. Mais il y a aussi le fait que l'intelligence populaire doit être accompagnée, parce que avant, on demande, comme vous le disiez, l'aspect interne ou externe, c'est-à-dire qu'on évitait justement d'être simplement au sein des services d'une collectivité et de penser à un projet qui, finalement, dans la pratique, ne serait pas totalement adapté aux usages réels des gens. Donc on a ouvert, on a commencé à les questionner, à leur demander comment les choses se faisaient. Mais là, on a besoin de plus. Parce que les usages existants, finalement, vont être amenés à disparaître. Et la démarche qui sera évoquée à la Biennale du Design et la démarche des designers dans ce type de réflexion est vraiment essentielle, parce que justement, ils ont, dans leur formation et donc dans leur manière d'appréhender les choses, une vision complètement ouverte et neuve sur les choses. Et donc ça évite d'avoir une sorte de carcan de réflexion qui soit un peu trop étriqué et qui vraiment ouvre sur l'extérieur. Donc les Living Labs tels qu'ils existent et les liens avec les expériences qu'il y a au Québec sont vraiment très riches d'enseignements. Donc ces Living Labs qui prennent avec vous les habitants d'un territoire et qui, par la recherche, permettent d'accompagner la réflexion, non pas de l'orienter vers ce que veulent les acteurs publics, mais vraiment de donner des concepts nouveaux vers ces usages. Donc c'est pas simplement la démocratie participative telle qu'on a pu la connaître, mais vraiment élever l'intelligence populaire pour que cette dimension collective soit vraiment adaptée aux usages de demain. Merci. Alors, peut-être 2-3 idées de choses qui sont difficiles à débloquer, sur lesquelles il faut agir. Et puis, j'aimerais qu'on ait un petit temps d'échange avec la salle. Si on a des volontaires, préparez-vous. Je vais venir vous voir avec mon micro. Alors, quelques éléments. Un des premiers, c'est l'intégration de l'échec dans nos process d'innovation. Parce que souvent, on associe, si on innove, c'est pour réussir. Et des fois, on en fait aussi un outil de communication. Or, c'est en se plantant
qu'on apprend des choses. Et si on fait de l'innovation ouverte, il faut communiquer sur nos échecs. Et donc, on voit ici, au cours de ces 2 jours, on va primer les projets qui semblent les plus exemplaires, mais on ne montre pas l'exemplarité des échecs. Or, on a à apprendre de ça. Hein. Donc, ça, c'est un premier point, mais c'est souvent un frein. Hein. C'est-à-dire que, c'est un vrai frein. Oui. Voilà. Un deuxième point, c'est que ça a un impact sur nos organisations et ça nous oblige à innover dans nos organisations. En tant que collectivité, je pense qu'on a 3 freins. Premier, la question des marchés, qu'il faut penser autrement, qu'il faut faire évoluer. La question des RH, comment on recrute les bonnes compétences et suivant quelle grille, etc. Et le troisième, c'est aussi l'ouverture du système d'information qui va de pair. Donc, c'est 3 points sur lesquels on a vraiment des sujets de blocage, on va dire, en tant que collectivité. Un troisième point qui est un peu plus général de ces process d'innovation, c'est l'articulation entre le collaboratif et le leadership. Quand on travaille sur l'intelligence collective, on essaie de se mettre ensemble, de mettre à niveau, de permettre à chacun de s'exprimer. Mais si on reste là, on arrive à des résultats moyens. Parfois, c'est un individu qui porte un leadership, qui porte une vision, et lui, il faut lui laisser aussi s'exprimer. Donc il y a une tension, toujours, entre l'ouverture à tous et l'émergence de singularité. Et dans l'innovation ouverte, c'est un petit peu la difficulté pour éviter, par exemple, que l'intérêt global noie l'émergence d'intérêts particuliers ou l'inverse. Et le dernier point, qui va un peu de pair, c'est comment on va articuler le don contre don. Si on est dans quelque chose de généreux, où on met des choses ensemble et qu'on crée de la valeur, cette valeur, à un moment, ceux qui contribuent le plus, il faut réussir à les remercier, à qu'ils y trouvent un bénéfice. Y compris, se posent des questions de modèle économique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est pas la gratuité qui est forcément le bon modèle. Il faut faire rentrer des équations économiques qui créent de la valeur économique. Et il faut à un moment créer des bonnes boucles de rétroaction pour financer les communs au bon endroit. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel il y a pas mal de travail encore à faire. Voilà les quatre points qui me semblent les plus adhérents aujourd'hui sur l'innovation ouverte. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des réactions, des questions dans la salle, des envies, des questionnements, des témoignages à apporter à ce qu'on vient de se dire? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qu'on se dit ou complètement pas d'accord? Vous avez aussi le droit de dire non, moi je suis pas d'accord avec ça. Des réactions? C'est un peu tôt encore, non? Un peu trop tard, un peu fin? Pas de réaction pour le moment? Bon, on compte sur vous cet après-midi alors, hein. Faudra être plus réactif. Alors, merci pour ce point. Peut-être un point de vigilance quand même, parce que, enfin, même si c'est pas dit, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre qui se le disent. Ok, on a compris, c'est compliqué. Par quel bout on le prend? À Rennes, comment on le prend au début? Comment vous avez commencé? Le premier truc qu'on fait pour s'y mettre? Une idée comme ça. Enfin, à Rennes ou ailleurs, hein, une première idée pour se dire, bon, maintenant je m'y mets. Est-ce qu'il y a vraiment une date de commencement? On peut la qualifier? Je ne suis pas certain. Après, moi, je suis parrainé d'origine, donc je suis arrivé à un moment donné. Le début de la ficelle, alors. Je ne sais pas comment faut que je l'appelle. Il y a toute une histoire. Chaque territoire a ses particularités. C'est vrai qu'à Rennes, vous shootez dans un arbre, hop, une idée. Enfin, il ne faut pas shooter dans les arbres, hein. Mais c'est l'image un peu d'Astérix. Faut être dans le faire, dans l'instant. Faut tenter, faut se laisser cette capacité. En gros, j'ai une bonne idée, on est quelques-uns, on se dit on essaye, et puis c'est peut-être pas très grave. Ça démarre souvent comme ça, et puis voilà, ça va peut-être plus loin. On se trompe aussi, hein, on partage nos erreurs. C'est jamais des échecs définitifs. Faut se relancer, faut ouvrir, c'est pour ça. Après, j'ai entendu vraiment, je partage complètement encore une fois l'analyse qui est non, mais vraiment, hein, c'est du concret. Ouais, nos organisations quand même de collectivités. Hein, moi, je viens pas du monde des collectivités. Bon, j'arrête de dire ça parce que maintenant, ça fait suffisamment longtemps que j'y suis que ma couleur a changé, c'est ça. Ouais, quand même. Par exemple, vous savez quel est mon métier dans la collectivité? Atypique. Atypique. Voilà. Il fallait me mettre ton dans vrai une case. intitulé de poste, donc, c'est atypique. En fait. Ouais. Et en même temps, oui, les personnes, même si je vois Mathieu arriver, viennent et ne restent pas forcément très longtemps. Les innovateurs et voilà, on voit du flux également aussi. Ça fait partie. Il faut qu'il y ait du flux en permanence. Et puis, on avance, on regarde devant et puis et on se lance, quoi. C'est surtout ça. Et pas de préjugés. Donc c'est la notion de bienveillance et aussi une culture de être inclusif.
La recherche, on peut la pousser la plus loin possible, mais attention à cet effet aussi du chercheur extrêmement brillant sur le territoire, mais qui a largué finalement les utilisateurs. Donc ça, à un moment donné, il faut ouvrir aussi. Moi, je milite beaucoup pour les fêtes de la science, par exemple. Ouvrez vos portes, montrez, participez, faites venir les enfants. On a parlé de la qualité de l'air. On a aussi un projet sur les capteurs citoyens. Et l'objectif, c'est que le capteur, un enfant de 8 ans, doit être en capacité de le faire dans nos lab fab, avec ses parents, par exemple aussi. Et donc là, on touchait par exemple à des acteurs historiques qui mesuraient de la qualité de l'air avec des capteurs extrêmement brillants qui coûtent 100 000 €. Et on est allé le voir, on leur a dit est-ce que vous voulez ouvrir vos données, par exemple, pour au départ un peu de réticence. Et ces petits capteurs qui sont fabriqués dans les lab fab, ils vont coûter 50 € à peu près, mais le gros souci, la difficulté, c'est la dérive. Vous savez, la dérive du capteur, la métrologie, pour le remettre à niveau en fait. Et lorsqu'on va voir les acteurs historiques, on leur dit mais ouvrez vos données. Ah bon, pourquoi ? Oui, vous allez être le maître étalon par rapport en fait aux capteurs. Comme ça, ces petits capteurs à 50 €, ils vont venir en fait s'étalonner auprès de vous. Ah oui, d'accord. Et donc comme ça permet de travailler ensemble avec ces différents acteurs historiques et ces acteurs émergents qui vont produire en plus une force participative parce que là, on vise dans quelques mois 20 000 capteurs citoyens sur le territoire qui seront faits avec les enfants, dans les écoles, avec leurs parents pour prendre aussi conscience et donc essayer. Comme la finalité, c'est pas le capteur, bien évidemment, mais c'est le changement de pratique individuelle et collectif. C'est essayer d'engager ce mouvement. Ça y est, je suis lancé, tu m'as lancé. Voilà, bel exemple. Merci beaucoup. On va aller voir sur le Lab Fab tout ce qu'il y a à découvrir. Je reviens vers vous sur la question du financement et notamment la grosse contrainte quand même, c'est l'achat public, les contraintes lourdes en termes de là-dessus. Est-ce que les PIA, est-ce que ce type d'appel à projet peuvent être des facilitateurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans la philosophie à venir ? Est-ce qu'on peut se dire que de plus en plus on pourra bénéficier, les territoires pourront bénéficier de ce type de mesures pour gagner du temps et être plus réactifs ? C'est un des enjeux effectivement de toutes ces expérimentations, que ce soit le PIA ou là dans les démonstrateurs. Mais en fait, le sujet, c'est qu'on se rend compte que derrière tout ça, il y a une question de modèle économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait une expérimentation, on voit qu'elle peut fonctionner et on doit se poser la question de la généralisation. Et de deux choses une, ou bien ce sont des généralisations qui passent par l'initiative privée. Dans quel cas, on a un modèle économique et on peut jouer un rôle de financier à côté relativement classique comme nous le faisons en investissement par exemple, ou bien effectivement on est plutôt dans une logique de service public ou de service au public qui relève plus de la compétence, je dirais, de la puissance publique, en l'occurrence souvent de la collectivité locale. Et la collectivité locale, elle est un peu confrontée effectivement à ces choix. C'est-à-dire à un moment donné, est-ce que j'y vais, combien de budget j'y donne, et juridiquement, alors ça vous avez raison, ça a été cité tout à l'heure, je pense que c'est une des clés du problème. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est vrai que dès qu'on va rentrer dans une logique de service public, il y a des règles de code de marché public qui s'imposent et il faut effectivement que les personnes qui vont répondre puissent être en capacité de le faire. Donc là, ça passe par une structuration préalable sur le plan juridique et financier que parfois d'ailleurs les acteurs n'ont pas spontanément. Et donc là, il y a un travail, à mon avis, un peu amont à faire pour que ça puisse rentrer dans les cases. Donc voilà, donc je crois c'est un des enjeux de tout ce qu'on fait actuellement en termes de fertilisation, d'innovation verte, c'est quelle est la relation qui s'établit sur certains services qui ne sont pas totalement solvabilisés entre l'espace public et l'espace privé. Et ça, je crois que c'est du cas par cas, et il n'y a pas de réponse générale. C'est au cas par cas qu'on trouve éventuellement la solution, qu'on ne la trouve pas parce que ça coûte trop cher, tout simplement, et qu'on ne peut pas se permettre de lancer un service qui va déséquilibrer les finances publiques. Très bien. Un dernier mot ? Oui, non, moi je voulais simplement ajouter en tout cas 2-3 clés de lecture que nous avons et que nous activons. La première consiste à être très attentif aux émergences, c'est-à-dire regarder où sont les mouvements, où les choses se passent, et notamment on voit bien que le jeu des acteurs se renouvelle constamment. Et donc il faut se méfier des statuts, c'est moi qui fais, c'est moi qu'on a désigné pour faire. Ce sont des choses qui sont de moins en moins vraies au profit d'un vrai pragmatisme et d'une réalité. En revanche, ça nécessite toujours de se re-questionner sur le rôle que l'acteur public doit jouer justement pour accompagner la création de valeur.
Donc là, on le voit par exemple, en France, on a une chance assez inouïe avec une émergence très forte sur les makers. On est à l'échelle internationale le deuxième pays, voire le premier pays sur ces manières de faire. Et donc je pense qu'il faut que l'on s'en empare, et c'est vrai à l'échelle de chacun des territoires. C'est un exemple parmi tant d'autres. La deuxième clé, c'est de donner des occasions de faire ensemble. C'est-à-dire que la question du sens revient systématiquement. Elle doit soit prendre la forme d'un projet commun, d'une vision commune. En tout cas, il faut que les personnes, les acteurs qu'on souhaite activer viennent pour quelque chose d'important et suffisamment essentiel pour eux, de façon à créer à la fois les biens communs nécessaires pour le faire, mais d'avoir une logique de réalisation, puisque c'est souvent ce qui permet l'engagement. C'est important aussi d'être toujours dans une vision, une approche dynamique, c'est-à-dire que tout se remet en question constamment. Il ne faut pas figer les schémas, les feuilles de route à un temps T, au risque de passer à côté. Et c'est probablement une erreur assez importante que l'on fait et que l'on continue à faire en considérant les pôles de compétitivité comme étant les principaux émetteurs d'innovation. Ça n'est plus vrai. Ils sont extrêmement importants, mais plus seulement. Ils doivent travailler avec d'autres, ils doivent se mettre en réseau avec d'autres pôles de compétitivité, non plus simplement dans leur sujet, dans leur filière, puisqu'aujourd'hui on est bien entendu à aller chercher la valeur qui se crée aux interfaces, et c'est mon dernier point. Il faut systématiquement regarder cette question des interfaces. C'est là où tout se joue dans les croisements. On parle sur la question des sciences molles, sciences dures, mais pas seulement. Entre les secteurs, entre les économies, c'est cette notion des interfaces qui fait toute la différence. Oui, non, juste par rapport à l'interface, effectivement, Karine, j'ai oublié de le dire juste à l'instant, c'est fait que un des enjeux, effectivement, c'est l'interface entre sans doute les grandes sociétés, les grands groupes, qui sont aussi des apporteurs d'innovation en la matière, et toute effectivement la création citoyenne ou les startups qui aujourd'hui développent des applications et des nouveaux services. Et l'interface, effectivement, est pas évidente à trouver, parce que les relations économiques sont pas forcément évidentes et naturelles. On voit d'ailleurs maintenant plutôt des approches de consortium, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre sur un territoire des grands groupes, des startups, des créateurs et des acteurs publics pour essayer de faire partir la mayonnaise, quoi. Merci beaucoup. Je crois qu'on a vu effectivement une vraie dynamique en route qui se décline dans ce duo, région-collectivité. Là, on voit vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place sur cette double interface, avec l'appui d'acteurs comme la Caisse des dépôts au niveau national qui viennent donner de la structuration, et puis une démarche un peu systématique, on le voit. Donc j'espère que ces exemples vous auront inspiré. Je sais que vous faites tous beaucoup de choses dans ces esprits-là, et on a 2 jours pour continuer à y travailler. Donc, pour le moment, merci à tous. On vous applaudit et on va tous rejoindre l'apéro et le déjeuner. Merci beaucoup.